On va passer à notre débat. Avec nos experts, je vais les appeler à me rejoindre sur scène. Olivia Vonnet, on va les représenter pour certains, voilà, ceux qui n'étaient pas dans tous les ateliers, forcément, on avait choisi chacun un atelier. Olivia Vonnet, bon, on vous les applaudit aussi en même temps. Avocate, bonjour Olivia. Vous avez été présidente de la Ligue des droits humains de mai 2018 à mai 2022. Christine Mailly, où quelle est Christine? Merci Christine, venez. Secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ainsi que président du réseau belge de lutte contre la pauvreté. Merci Christine. Sébastien Doutreloup, venez me rejoindre, climatologue. Sébastien est assistant de recherche et d'enseignement à la faculté des sciences à l'Université de Liège. François Debras, bonjour François, bienvenue. Maître de conférence au sein du Centre d'études démocratie de la faculté de droit de Sciences Po et criminaux de l'Université de Liège. Et Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Sylvie Losberg. Venez Sylvie, ancienne présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et Sylvie est directrice de la cellule études et stratégies du CAL. Et enfin, last but not least, Véronique Dethière. Bonjour Véronique, venez, responsable politique à la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, FAPEO. Je m'assieds près de vous. Est-ce que tous les micros fonctionnent? Allez, voilà. François est aux toilettes. On ne le dira pas, mais je l'ai dit trop tard. Chers amis, vous avez reçu, vous aussi, là, dans les fardes, un petit papier comme ceci. Il va vous servir à noter les questions que vous aimeriez poser à nos experts. D'accord? Des rassembleurs, rassembleuses, des porteuses, porteurs de micros vont un peu circuler dans la salle, prendront vos petites questions, vos petits feuillets et on viendra me les proposer. Sandra viendra sans doute nous les lire tout à l'heure et on répondra donc pendant une demi-heure à toutes vos questions. Pendant 45 minutes environ, quelle heure est-il? Je dois garder le temps, j'ai ce dur combat à mener. 15h19, 15h20, avec nos experts. On ne va pas faire un résumé de ce qui s'est dit ce matin. Les propositions, ce sera pour après, et les votes également. On va peut-être quand même vous demander vos impressions pour lancer les axes, poursuivre la réflexion dans l'avenir. Peut-être pourrait-on même croiser, unir les différentes thématiques, trouver des points de ralliement, des points médians, comme on vient de les appeler, et offrir peut-être des réponses structurelles et durables et non bordéliques et jetables aussi, comme on vient de le dire. J'avais envie de commencer avec Olivia Vonnet. Olivia, finalement, les droits humains, ce serait peut-être ce qu'on pourrait mettre comme chapeau au-dessus des autres thématiques qu'on abordait ce matin, un peu au-dessus de la pyramide, ça rassemblerait toutes ces questions-là, mais j'avais envie de vous demander, vous, comment est-ce que vous voyez ces articulations? Merci beaucoup, quel challenge. Moi qui suis effectivement très attachée aux droits humains, j'ai envie de dire que ça peut être une forme de chapeau, mais j'avais envie de dire que derrière les droits, parce que forcément je suis juriste, je suis avocate, comme vous l'avez dit, il faut toujours repenser aux valeurs qui sont protégées par les droits. Et pourquoi et à quoi servent les droits? Ils servent d'abord à protéger ces valeurs. Et que, particulièrement, comme je suis juriste, je veux toujours regarder la loi à l'aune des droits fondamentaux, à l'aune des valeurs qui se trouvent protégées par ces droits et ces libertés fondamentales. Alors, je vais tenter peut-être un peu d'essayer de transcender justement les différentes thématiques que vous avez abordées aujourd'hui, au travers des droits et des libertés qui sont protégés. Et j'avais envie de le faire au travers aussi de l'évolution des droits fondamentaux, parce que je pense que pour savoir où on doit aller, on doit aussi savoir d'où on vient, pour en tout cas avoir des idées de où on doit aller, puisque c'est l'objet de ce rassemblement, on doit aussi savoir d'où on vient. Et donc j'avais envie de commencer par là. Et de partir de nos droits de première génération, ce qu'on appelle les droits-libertés, les premiers droits qui ont été consacrés dans notre système de droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association, tous ces droits-là qui sont en fait des limites à l'action de l'État, des limites à la manière dont les autorités publiques peuvent intervenir dans la vie des citoyens. Donc l'État est limité dans ses possibilités, même un État démocratique, d'agir, et il est limité dans la manière dont il doit se comporter à l'égard de ses citoyens. On va être en fait principalement dans des obligations négatives pour les États. Et pourquoi est-ce que je peux relier ça aux thématiques que vous avez abordées aujourd'hui? Je pense évidemment aux luttes contre les extrémismes, puisque ce type de liberté doit nous protéger aussi
du totalitarisme, des dictatures. Et donc, je pense que ça peut être bien sûr en lien avec cette thématique-là, mais aussi peut-être avec la séparation entre les églises et l'État, et aussi avec l'égalité homme-femme, puisque la Déclaration universelle des droits humains consacre l'égalité entre tous les êtres humains. Et donc, on peut déjà rejoindre et trouver des liens entre ces différentes thématiques. Alors, les droits de deuxième génération, ce sont les droits égalité, comme on les appelle, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à un travail digne, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, dont on a pas mal parlé et dont on a reparlé pas mal ici sur la scène. C'est tous les cadres d'exercice d'une vie digne pour un être humain. Évidemment qu'ils sont interdépendants aux autres droits dont je viens de parler, c'est-à-dire que si on a le droit à la vie mais que cette vie n'est pas digne, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on a le droit au travail mais qu'on fait l'objet de traitements inhumains et dégradants, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc bien sûr que ces droits sont interdépendants et qu'ils doivent pouvoir s'exercer tous et en même temps pour donner du sens à la vie humaine. Et en réalité, ces droits, ça va être plus des obligations positives qui vont s'imposer aux États, c'est-à-dire que les États vont devoir agir pour garantir à tous les citoyens des conditions d'exercice dignes de la vie en société. On peut bien sûr lier ça à la pauvreté et à la cohésion sociale de manière assez évidente, aussi à l'égalité homme-femme, puisque les conditions de travail, donc on peut aussi faire un lien avec cette thématique-là, et aussi à l'enseignement, à l'éducation de façon générale. Et j'en arrive peut-être, puisque ça va être ça, hein, les défis qui nous attendent, aux droits de troisième génération qu'on doit, à mon avis, porter de nos voeux et qui existent déjà, mais qui sont vraiment en train de se développer aujourd'hui. Les droits qu'on appelle les droits solidarité, le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit au développement, le respect du patrimoine commun de l'humanité. Bien sûr que là, on va être en lien avec les questions de changement climatique et les questions de pauvreté aussi, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à la cause environnementale sans s'attaquer aux enjeux sociétals et sociaux et de justice sociale. Alors, ces droits sont de plus en plus reconnus, et je vais peut-être en parler un tout petit peu plus dans notre Constitution, dans plusieurs constitutions, dans plusieurs États, de façon internationale, dans la Constitution belge aussi. Ils ont besoin d'une reconnaissance plus large, d'un ancrage plus important, mais surtout ce qui m'interpelle, c'est les conditions d'exercice et de réalisation de ces droits. Parce que, je vous disais, hein, des obligations négatives, des obligations positives, on sent bien qu'avec ces droits-là, le droit à la paix, le droit à un environnement sain, ça va probablement pas suffire. Comment exiger, comment réclamer l'exercice de ces droits, comment transformer ces droits en véritables droits effectifs, comment leur donner une effectivité? Ce sera ça les enjeux, parce qu'il y a des enjeux supranationaux, internationaux, qui vont transcender et dépasser les frontières. Il y a des enjeux qui dépassent aussi les capacités d'agir des États, avec des intérêts privés et des organismes privés qui doivent être aussi partie prenante à ces processus, et donc on a clairement des acteurs privés qui sont impliqués. Le contentieux climatique qui implique bien sûr les États, mais aussi des entreprises privées. Et je pense, et ceux qui me connaissent savent que je suis toujours optimiste et positive, et même, et peut-être encore plus dans les temps de crise, je pense que c'est très important de pouvoir regarder avec espoir et optimisme vers l'avenir. Je pense que ce qui est très porteur, c'est que ces droits, ils vont clairement impliquer un exercice collectif. Ils vont clairement impliquer de se départir de la vision individuelle des droits pour pleinement embrasser cette vision collective de l'exercice des droits. Et que nécessairement, alors les droits de première et de deuxième génération s'exercent aussi collectivement. Ma liberté d'expression, elle ne s'exerce pas toute seule. Mais ici, il y a une vraie nécessité d'embrasser cette dimension collective. Et je crois, et je suis convaincue que c'est une opportunité. C'est une opportunité, et c'est d'autant plus une opportunité quand on est ici rassemblés tous ensemble pour en parler. Je dois vous dire qu'à titre personnel, je trouve ça très enthousiasmant de pouvoir se rassembler autour de ces thématiques et réfléchir ensemble. Peut-être même de dépasser ce caractère collectif lié à la personne humaine et d'aller jusqu'au droit du vivant. Vous savez, il y a plusieurs constitutions internationales qui reconnaissent des droits à des entités naturelles, de pouvoir exercer ce droit. Il y a des jurisprudences qui l'ont reconnu aussi. Il y a certainement un rôle pour la justice et pour les juges à jouer aussi dans l'effectivité de ces droits.
Je pense que ce ne sera pas suffisant de se tourner vers la justice. Vous savez qu'il y a un contentieux climatique et environnemental très important qui se développe maintenant, mais on ne peut pas se contenter de ce rôle-là des juges. Je crois vraiment que cet exercice collectif des droits pour un mouvement citoyen comme le vôtre, il permet de transcender et de dépasser ces frontières et ces limites qui sont parfois mises. Et donc c'est vraiment sur cette envie d'embrasser collectivement ces droits avec positivité et avec optimisme dans un cadre ouvert et qui peut transcender aussi les différentes thématiques que vous avez abordées aujourd'hui, que j'avais envie de vous proposer ce cadre des droits humains. Et de vous remercier aussi pour votre invitation parce que c'est vraiment, comme je disais, très enthousiasmant de pouvoir en parler avec vous. J'ai bien fait de vous demander d'introduire Olivia. Elle a fait le job, hein. C'était effectivement cette partie qui pouvait chapeauter tout le reste. Alors, comme vous l'avez dit, Olivia, les droits sont tous interdépendants. Comme les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, il n'y avait pas une thématique plus importante qu'une autre. Néanmoins, il y a eu des thématiques et des ateliers plus à succès que d'autres. Sans doute que certains voulaient en savoir davantage par rapport à d'autres thématiques. Ces 3 ateliers qui avaient le plus succès dans les inscriptions même, c'était la lutte contre les extrémismes, la pauvreté et la cohésion sociale et les changements climatiques. Sébastien Doutreloup, j'avais envie de vous demander comment est-ce que l'on peut, au travers de la laïcité, aborder les enjeux climatiques. Qu'est-ce que la laïcité a à voir là-dedans, finalement, selon vous ? Je crois que tout le monde est au courant maintenant, la Terre est en train de brûler, et elle brûle comme elle n'a jamais brûlé dans le passé. Donc on a déjà été dans des températures plus chaudes dans le passé, on a été aussi dans des températures plus froides, mais ici le réchauffement qu'on est en train d'aborder n'a jamais existé dans l'histoire géologique de la Terre. Et donc ce qu'on est en train d'interroger ici avec le réchauffement climatique, finalement, c'est les conditions d'existence de l'être humain sur Terre. Parce qu'avec 5 degrés en plus, la Terre, elle vivra toujours. De manière différente, la nature va se régénérer différemment, mais elle existera toujours. Par contre, l'humain, lui, ne sera peut-être plus là. Parce qu'il n'y aura plus d'agriculture, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus boire. Et donc ça interroge directement notre humanisme, finalement. Parce qu'en s'occupant du climat, on sauvegarde aussi, on sauvegarde la nature dans son ensemble, mais y compris nous, humains, sur cette Terre. Et la deuxième chose, c'est aussi peut-être que le réchauffement climatique et les changements climatiques font en sorte d'accroître les inégalités sur Terre. Les inégalités aussi bien chez nous, en Belgique, et on l'a vu avec les inondations de 2021, où c'est principalement les populations les plus précaires qui ont été touchées par ces inondations, mais aussi les populations les plus précaires dans le reste du monde, dans les pays dits du Sud, par exemple, avec l'accès en eau qui est de plus en plus restreint, ou l'accès à une agriculture viable, par exemple. Et donc tout ça réinterroge finalement notre humanisme, et c'est pour ça que je pense que le mouvement laïque doit se préoccuper de ce climat. Quand on est climatologue, vous êtes jeune climatologue, et vos anciens, on va dire, les plus vieux climatologues, est-ce qu'il y a vraiment un changement dans vos réflexions, dans vos recherches? Est-ce que vous devez prendre justement cette question de précarité, par exemple, à bras-le-corps? Et est-ce qu'avant, les autres climatologues disaient bon, il y a un petit danger, là, attention, attention, mais qu'aujourd'hui, il faut élargir vos recherches, vos domaines? Ce n'est pas forcément nos recherches qu'on doit élargir. On fait fonctionner la science et donc on poursuit. Il y a toute une série d'inconnus et donc on essaye de dégager la connaissance autour de ces inconnus-là. Mais par contre, de plus en plus, il y a une frustration énorme qui se fait au sein de la communauté de climatologues parce qu'en réalité, tout ce qu'on a annoncé, tout ce que mes prédécesseurs ont annoncé, dans notamment le premier rapport du GIEC qui est paru en 1990, est en train de se produire. Et alors on vient nous trouver en nous demandant des solutions. Vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gars, reprenez le premier rapport du GIEC, le deuxième, le troisième, jusqu'au 6e actuellement. Toutes les solutions s'y trouvent. Il faut arrêter de tergiverser là-dessus et il faut juste passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme frustration. On vous dit que ça va se réchauffer, on dit qu'il y aura de plus en plus de canicules, de plus en plus de sécheresse, de plus en plus d'inondations extrêmes. On est en train de les vivre et puis on dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Toutes les solutions sont là. On ne parle pas beaucoup, quand on aborde ces questions-là, d'économie, de capitalisme. C'est difficile, évidemment, de dire, bon, pour commencer, il va falloir freiner le capitalisme. Ou en tout cas, c'est cette avancée trop rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous osez le dire, vous, climatologue, ou est-ce que vous n'écoutez pas encore tout à fait?
Alors, je ne suis pas sûr qu'on nous écoute sur ces questions-là parce qu'on est peut-être moins légitime par rapport à un économiste. Mais moi, c'est vrai que je dis depuis longtemps dans toutes les conférences que je peux faire ou les interventions, je dis qu'il faut changer de logiciel. On ne peut plus continuer dans cette logique-ci de consommation et de capitalisme complètement débridé parce que c'est ça qui nous envoie le droit dans le mur ou qui rajoute de l'essence à la maison qui brûle, par exemple. Et donc, c'est clair qu'il faut changer de logiciel et repenser notre monde différemment. Mais plus on attend, par contre, plus le changement va être violent. Donc, on l'a annoncé dans les années 90, officiellement dans les rapports du GIEC, on l'a un petit peu annoncé avant dans d'autres rapports environnementaux, mais plus on attend, plus on va avoir difficile de changer et plus le changement va être radical. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une urgence aussi de devoir changer notre société le plus rapidement possible. Christine Mailly, est-ce que finalement se soucier de l'environnement, c'est pas une histoire de riches? Est-ce que le climat est discriminatoire? Est-ce que le climat Est-ce que le climat est discriminatoire? Est-ce que ces enjeux-là, c'est pas à la base une réflexion entre nantis, entre riches? Est-ce qu'on doit prendre en compte et comment le faire pour ne pas discriminer? C'est discriminatoire si ça reste en silo. Porté par des acteurs qui le pensent exclusivement par le haut et en ne connectant pas les enjeux climatiques et la réalité sur base de laquelle ces enjeux existent et comment ils se concrétisent dans le quotidien des gens, alors oui, c'est discriminatoire. Aujourd'hui, dramatiquement, il y a peut-être une opportunité d'analyse, de prise de conscience, de prise de conscience dans la réalité du portefeuille, que par exemple le rapport à l'énergie aujourd'hui qu'on consomme tous les jours est l'affaire de tout le monde. Mais que la manière dont on gère l'énergie, évidemment, va être productrice d'inégalités ou réductrice d'inégalités. On voit bien que la libéralisation de l'énergie telle qu'on l'a laissée aller, et donc la manière dont, j'ai envie de dire, l'autorité politique a lâché les rênes pour laisser au marché la gestion d'un bien aussi important, a non seulement un impact dans le portefeuille des gens, mais fait que l'énergie est un objet de spéculation, un objet géopolitique, outil de guerre aujourd'hui, etc. Et là, tout à coup, tout le monde est perdu, les factures explosent, etc. Mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que dans cette inégalité-là, la réalité est extrêmement différente pour le locataire faible qui loue chez un propriétaire privé un logement passoire, pour le locataire faible qui est locataire dans une société de logement de service public qui n'a pas encore eu le temps ou les moyens suffisants pour rénover, etc. Et que donc, en termes d'impact immédiat sur la facture, ça a beaucoup d'importance. Mais ces injustices-là, elles préexistaient à cet état de fait qui est durci et amplifié par l'événement de la guerre, etc. Ce n'est pas la guerre qui l'a généré, c'est un peu comme pour le climat, des choses qui étaient dénoncées depuis bien longtemps. Pas mal d'acteurs, il y a plus d'une dizaine d'années, avaient organisé un colloque au niveau fédéral sur l'énergie, démontrant en quelque sorte les dérives totales et la gravité de laisser l'énergie au marché, etc. Et à ce moment-là, lorsqu'on avait des autorités et autres acteurs, mais on sait que les acteurs du marché sont très présents et ont la main là-dessus. On sait que la disproportion du rapport de force entre ceux qui produisent l'énergie, qui génèrent de la richesse et qui la capitalisent est extrêmement disproportionnée par rapport à la voix des citoyens quant à la consommation nécessaire qu'ils ont pour agir. On sait aussi que toutes les démarches qui ont été mises en place aujourd'hui pour se dire tiens, il faut aller vers isoler les logements, c'est quelque chose qui sera bénéfique par rapport au climat, mais aussi par rapport au portefeuille des gens, aujourd'hui ont été beaucoup trop des mesures individuelles. Donc les mesures individuelles, forcément, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent les écarts, puisqu'en général, quand on est sur des mesures individuelles, il faut préfinancer, il faut avoir la capacité il faut être décideur sur son logement. Donc tout ça est relié aussi, par exemple, au fait qu'aujourd'hui, on est dans une société où pendant des années, on a aussi beaucoup trop légiféré sur le fait de soutenir l'acquisitif par rapport au locatif. C'est maintenant qu'on commence à se dire ah, il faut prendre des mesures pour les locataires, il faut protéger les locataires. Comment va-t-on faire pour le locataire faible dans le logement privé, etc. Le problème en face duquel on est, je pense, c'est que ce soit en matière de réduction des inégalités, de lutte contre la pauvreté ou de climat, mais on pourrait le dire sur d'autres choses, mais je pense quand même que les deux grands enjeux de société de notre avenir, c'est les inégalités qui engendrent un appauvrissement accru
et le climat, et que les deux liés ensemble il faut les relier ensemble, mais il faut les relier ensemble en voulant réussir avec les gens qui sont le plus dans la mouise au début. On commence à avancer vers ça. Moi, j'entends de plus en plus d'acteurs qui me disent, le 17 octobre, à la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, d'acteurs du climat, on sera là. On sera là, mais parce que des acteurs de réduction des inégalités ont fait aussi le pas d'aller vers. Aujourd'hui, il y a une action de désobéissance civile Code Rouge qui se passe. Il y a des acteurs de lutte contre la pauvreté, nous y sommes, en même temps qu'il y a des acteurs du climat, etc., pour dire, au-delà même de la négociation avec le politique qu'on ne veut pas rompre, il faut aussi dire que ça doit aller plus vite, mieux et plus fort, parce que les gens sont en train de non seulement s'affaiblir terriblement, mais entrer dans une colère problématique. Honnêtement, moi j'ai tous les jours des gens qui autour de moi me disent « Christine, est-ce qu'on va encore négocier? Est-ce qu'on va encore longtemps parler ?» Aujourd'hui, il n'y a peut-être plus qu'une solution, c'est la violence. Alors la désobéissance civile pacifique, c'est autre chose que la violence, oui. Mais il faut que à la fois les privés et l'autorité publique l'entendent, que ça existe et que c'est là. Mais c'est un danger pour la démocratie. Vous avez peur de ça? J'allais vous le demander, bien Christine. Sûr. Vous avez peur de ce désespoir-là, de cette colère-là? Et on fera lien avec François de tout ce qu'on peut risquer en tombant aux mains de discours faciles et populistes? Bien sûr que j'ai peur pour la démocratie parce que je l'entends autour de moi tous les jours. La perte de confiance est gigantesque. Le fossé est gigantesque. Et même quand on est des acteurs qui sommes collaborants, donc je veux dire par collaborants, c'est que nous faisons partie des acteurs, comme je crois la plupart qui sont ici sur le plateau, qui sommes en interaction avec les autorités. On sait que les autorités ont très difficile, parce que les autorités sont confrontées à une privatisation, une captation des richesses par les acteurs privés qui est intense. Mais c'est pour ça qu'il faut faire alliance ensemble et s'entendre. Et il y a une urgence à envoyer des signes positifs et constructifs vers les gens dans cette direction-là. Il y a une urgence à cesser de dire aux gens « on va vous éduquer à apprendre à économiser un peu plus, on va vous éduquer à mettre un boudin en dessous de la porte, on va vous éduquer à cuisiner avec un peu moins de produits pour consommer un peu moins d'énergie, on va vous apprendre à aller chercher un peu de produits frais pour compléter vos colis alimentaires, etc. » Ça ne peut plus tenir, ça ne dure plus. Les gens, heureusement, hein, parce que ça c'est normalement des choses qu'on ne peut faire que momentanément en temps de crise, et ça ne peut pas devenir des politiques structurelles. Donc il faut sortir de ça, et je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'alliance, entre autres, entre cet enjeu climatique et l'enjeu de la réduction des inégalités, au service des droits, évidemment. Mais c'est clair que les gens, à un moment donné, c'est compliqué de s'intéresser aux droits qui sont liés à la paix, à la solidarité, à la démocratie, etc. Quand soi-même, tous les jours, on a l'impression qu'on est renvoyé à ces conditions en disant « attends encore un peu et on verra ». Quand on parlait tout à l'heure des personnes qui ont subi les inondations, bien sûr, on le sait qu'une partie des personnes qui ont subi les inondations étaient les plus mal logées. Une partie, une grande partie. Hein. Mais il y en a d'autres qui ont subi les inondations, mais qui ont révélé les inondations, comme le Covid a révélé d'autres choses. C'est que parmi ces gens mal logés, non seulement ils étaient mal logés, mais ils n'avaient pas assez d'argent nécessairement pour s'assurer correctement. Ils ne sont pas nécessairement tous sortis d'épaisseur aujourd'hui. Ils n'avaient pas nécessairement l'argent pour avoir un déshumidificateur à mettre suffisamment d'heures constantes pour pouvoir sauver leur logement. Donc non seulement ils étaient mal localisés éventuellement ou mal logés ou dans un logement, mais ils n'avaient déjà pas toutes sortes d'autres droits en amont qui les mettaient dans les conditions de pouvoir combattre les conséquences des inondations sur leur situation individuelle. Ceux-là, ils sont encore en train de pédaler, hein, plus dans l'eau, mais dans la semoule. Et donc là, ces gens-là, ils se sentent dans un abandon total. Alors je prends l'exemple des inondations, mais on pourra en prendre d'autres. Donc aujourd'hui, moi je pense, et je suis favorable, et je reste positive et constructive, et je pense qu'il y a des liens à faire, mais faisons-les. Et ce que j'entends dans cette journée-ci, c'est qu'on a réfléchi dans des ateliers, déjà en développant un peu des intersections à l'intérieur, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des intersections entre les ateliers à faire. Et à un moment donné, il faut, à mon avis, arriver à faire des choix d'intérêt supérieur, autant au niveau de la société civile que de l'autorité publique, et de se dire, face à ces intérêts supérieurs, comment est-ce qu'on réoriente les choses pour changer le logiciel, comme tu disais, en toute matière. C'est vraiment très, très, très important, d'autant plus, et je termine par ça, que
je pense que les choses ne sont pas simples pour les autorités politiques, mais je crois que les gens voient aussi en partie que les autorités politiques piétinent face à l'ensemble de ces enjeux-là. Et ça ne rassure pas. Oui. Ça ne rassure pas. Alors ça ne piétine pas nécessairement pour prendre des mesures individuelles morcelées, mais ça piétine pour prendre le tournant. Oui. Et donc ça met aussi dans l'insécurité. Alors l'insécurité, plus les droits qu'on n'a pas, eh bien c'est un cocktail détonnant. Le premier interlocuteur de la journée parlait de l'Italie. Moi j'ai très peur, je vais parler par rapport à la partie francophone du pays, qui est un leader un peu, ou une leader un peu charismatique, qui se dégage à l'extrême droite. Hein, et on verrait ce que ça donnerait. Ouais. Alors évidemment, on ne l'a pas. Il faut espérer que ça n'arrive pas. On va demander à François, Christine. Voilà. On va demander à François Debras. On parle de Christine. François Debras, vous qui étudiez ces discours populistes, c'est votre travail. Est-ce que le terreau est plus favorable que jamais? Précarité, crise sociale, crise économique, démocratie malade, mauvaise réponse des politiques. Est-ce que ce terreau-là, il est trop facile? Est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que ces sirènes malfaisantes vont vraiment nous attirer tous? Mais alors pour répondre au pourquoi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des zones qui ont été délaissées par le collectif, par le social, par le commun. Il y a des zones qui ont été délaissées, donc les personnes en situation de fragilité vont se retourner vers des personnes qui vont leur vendre un projet, un avenir, une vision globale, qui vont jouer sur leurs émotions, jouer sur leurs croyances, etc. Alors ce sont des zones qui ont été délaissées d'un point de vue géographique, certains quartiers, certaines villes, certains lieux publics qui ont été abandonnés, mais ce sont aussi des lieux qui ont été investis par certains et pas par d'autres. Je pense par exemple aux réseaux sociaux ou à Internet. Un petit exercice très simple qu'on peut poser la question. Selon vous, quel est le premier parti politique européen à être présent sur Internet? Est-ce que le premier parti politique présent en Europe? En Europe sur Internet. Levez la main, celui... Non, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen, le premier parti politique sur Internet. Quel est le parti politique qui, en Belgique, met le plus de sous sur la table par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux? C'est le Vlaams Belang. Il met plus de sous sur la table que tous les autres partis politiques réunis ensemble. Alors, on parle d'extrémisme, il n'y a pas que l'extrême droite, il y a aussi l'extrême gauche, il y a aussi l'extrémisme religieux. J'oserais pas me lancer avec l'extrémisme écologique, l'extrémisme féministe, etc. L'extrémisme, il y en a plein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours dans la même logique. On est dans des rhétoriques, le bien contre le mal, le juste contre l'injuste. Je joue sur vos émotions, je vais jouer sur vos peurs, je vais jouer sur vos croyances, sur vos projets d'avenir. Et quand vous avez en face de vous un homme politique qui vous dit « ça c'est mon budget Excel, j'enlève, je coupe ça, votez pour moi », non, ça ne vous donne pas envie. Et ça ne donne pas envie aux jeunes non plus. Donc les jeunes se tournent vers d'autres discours. Ça, c'était rapidement sur le pourquoi. Maintenant, le comment. Le comment, comment est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? Et je trouve que déjà, c'était incroyable. Moi, j'étais très content d'être ici. Alors, on m'a appelé expert, mais j'étais très content d'être simplement observateur pour voir les formes de démocratie qui se dégagent avec ces tables rondes, ces discussions, ces musées en commun, comment la base peut faire émerger des propositions. Et je crois que ce sont des éléments qui sont transversaux. C'est chaque fois cette idée de proposer, créer du débat, ne pas rester dans l'entre-soi. Et je trouvais ça intéressant de se dire comment est-ce qu'on s'ouvre à de nouveaux secteurs, comment est-ce qu'on recrée du dialogue avec ces personnes-là. L'extrémisme, c'est quoi? C'est un moment se couper de la société, c'est se fermer à l'autre, c'est se centrer sur son identité et ne plus vouloir faire du commun. Et ici, quand on se dit qu'il faut ouvrir le débat, qu'il faut créer du débat, qu'il faut sensibiliser les jeunes, quand il faut aller dans les écoles, dans l'enseignement, etc., là, je me dis qu'il y a énormément de solutions qui peuvent émerger avec peut-être cette nécessité que certains mouvements extrémistes ont bien compris. On va manger certains mots. On va colorer positivement notre discours. Et je crois qu'il y a un travail à faire sur on est tous démocrates, on est tous égalitaires, on est tous laïcs, mais en fait, il n'y en a pas un d'entre nous qui a la même définition. Et j'aimais bien les sketchs avant, parce que c'est ça, de quoi on parle finalement. On veut tous faire société, mais c'est quoi la société selon moi? C'est quoi la société selon l'écologie? C'est quoi la société selon l'égalité de genre, etc. Peut-être qu'on utilise tous des grands mots et que derrière, il faut proposer des valeurs. Pourquoi ma valeur, c'est celle-là? Pourquoi je crois qu'elle structure mon vivre ensemble? Comment je la définis et comment je l'oppose à cette valeur-là? Comment ces partis-là, ces mouvements se disent démocratiques? Mais comment est-ce qu'eux le définissent, ce terme? Et comment est-ce que moi, je le définis? Et peut-être que ma vision de la démocratie est beaucoup plus ouverte. Et là, je crois qu'il faut recréer du débat. Il ne faut pas avoir peur d'un moment, rentrer dans ces débats et proposer des visions alternatives que l'on juge, selon nos valeurs, plus ouvertes, plus démocratiques, plus laïques, etc. etc. Donc,
débattre plutôt que se battre, mais vous préconisez aussi le débat, je veux dire presque interamical, interfamilial. C'est ne pas hésiter à remettre à chaque fois sur le tapis dans nos conversations, dans nos vies. Il n'est plus le temps d'attendre, en quelque sorte. Je ne suis pas au-dessus de tout le monde, hein. Je fais exactement la même chose. Quand on est dans un débat sur pour ou contre le vaccin et que vous êtes dans la famille en train de vous dire « ouais, moi je ne suis pas vacciné, oui, mais enfin, moi je suis vacciné, etc. » Et chacun fait la même chose. Quand on n'a plus d'arguments, on prend son téléphone, on met sur Google « pourquoi est-ce que j'ai raison ?» et on balance tous les arguments qui nous donnent raison. Ça, ce n'est pas un débat, ça c'est un monologue et il faut à un moment se rendre compte qu'il faut quitter ce monologue, il faut écouter l'autre, il faut écouter ses arguments, voir pourquoi est-ce que cette personne a ces arguments-là. Et peut-être qu'on n'est pas simplement du « ton argument il est nul, moi j'en ai 10 autres qui disent exactement l'inverse ». Non, mais c'est quelle est peut-être ta blessure derrière, quelles sont les émotions qu'il y a derrière et comment on peut recréer du commun sur qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble. Et là je pense que c'est très important d'avoir cette espèce d'esprit critique. Alors l'esprit critique c'est bien parce qu'on le mobilise toujours contre l'autre, mais l'esprit critique il faut l'avoir aussi par rapport à soi. Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Pourquoi est-ce que je me positionne par rapport à ça? Pourquoi est-ce que je cherche que des sources qui me donnent raison et pourquoi je n'essaye pas un petit peu de lire aussi des sources contraires? Moi j'aimais bien un philosophe français, je tairai son nom parce que sinon ça va le décrédibiliser, mais bon, ça va décrédibiliser mon argument, mais qui disait quand le gouvernement est de droite, je lis que des médias de gauche, quand le gouvernement est de gauche, je lis que des médias de droite. Mais c'est ça aussi un moment l'esprit critique, c'est ça aussi faire société, faire débat, c'est prendre en compte l'autre et faire un vrai dialogue, pas deux monologues qui s'enchaînent. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec Véronique de Thiers, évidemment, puisque l'éducation, on peut applaudir François, l'éducation, c'est aussi apprendre à nos jeunes à débattre et à écouter l'autre. Mais avant ça, j'avais envie de demander à Sylvie Losberg, finalement, hein, les femmes, si on regarde bien, c'est quand même toujours les premières victimes des discriminations. D'ailleurs, regardez, le seul micro qui n'irait pas, c'est celui d'une femme. Ah non, tout de même. Est-ce possible? Donc les femmes, Sylvie, c'est quand même sur elles sur leurs pommes que ça tombe toujours en premier. Que faire contre ça? Dans l'atelier dans lequel on a travaillé ce matin, on a réfléchi à cette question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein, quand on parle d'égalité homme-femme. On est face à quel défi? Parce qu'on a quand même l'impression, depuis la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs, si tu viens de le dire, c'est qu'on est tous finalement pour l'égalité. Hein, on pense ça, on est tous pour l'égalité. Mais quand on regarde les faits, peut-être que c'est quelque chose que l'on se dit et qu'on partage, mais dans les faits, il n'y a toujours pas d'égalité. Et si on continue comme on continue aujourd'hui, par exemple sur l'égalité salariale, il faudra encore 135 ans, hein, pour que les femmes aient des salaires égaux aux hommes. Donc il y a à la fois l'idée que l'égalité, c'est ce qu'on veut atteindre, que l'État fait ce qu'il faut, parce qu'en Belgique, l'État quand même a pris des mesures depuis les années 70 pour corriger les discriminations. Attention quand même que l'État belge, il est un peu poussé dans le dos parce qu'il a des conventions internationales. Donc, quand on a inscrit l'égalité des femmes et des hommes dans la Constitution en 2002, c'est pas par bonté d'âme. On le fait parce qu'on est obligé de le faire. Et donc, on voit bien qu'il y a, je ne vais pas dire un double discours, mais il y a un double plan. Il y a le plan de la société dont on rêve, celle que l'on souhaiterait dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a la réalité des faits. Et dans cette réalité, il y a non seulement ce gap entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a réussi à réaliser. Et je le dis, la Belgique n'est pas une championne de l'égalité homme-femme, hein, même si en Europe, on est quand même privilégié. Et puis, il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire le refus assumé de l'égalité, la revendication d'une inégalité. Et pour nous, c'est un peu difficile à comprendre, mais quand on l'entend, on voit bien que ce soit évidemment dans les milieux religieux qui sont masculins. Voilà, il n'y a pas un mouvement religieux matriarcal, en tout cas ça n'existe pas encore à ma connaissance, mais les mouvements politiques extrémistes de droite sont misogynes et leur public est un jeune public. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à la fois à accélérer la mise en œuvre des correctifs, d'avoir des politiques ambitieuses qui respectent la loi, ce qui n'est pas le cas. Voilà, il n'y a pas d'égalité de traitement, il y a une égalité formelle, mais pas de traitement, et en même temps de faire échec à cette nouvelle tendance
qui trouve très glamour de remettre la misogynie comme un projet de société. Et ce n'est pas, ce que je dis peut paraître absurde, mais c'est une réalité. Alors, quels outils quels leviers est-ce qu'on pourrait actionner pour contrer ça? Je suppose que vous y avez réfléchi aussi ce matin. Oui, bien sûr. Les premiers, hein, parce qu'il y en a sans doute beaucoup, mais urgemment. Mais en tout cas, sur la question de l'effectivité des politiques d'égalité, c'est évident que dans notre pays, et pour rejoindre ce que disait Christine aussi, l'automaticité des droits, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place. Il y a beaucoup de personnes précaires, et on sait que les femmes, l'homme le plus pauvre de Wallonie, c'est une femme, mais je crains qu'à Bruxelles ce soit pareil, qui ont la possibilité d'obtenir des droits, mais qui ne connaissent pas ces droits, qui n'ont pas les moyens de les identifier, ni les moyens d'y accéder. Et donc l'État se cache un petit peu derrière ça. Donc l'automaticité des droits, c'est une chose, et l'autre, qui est plus liée directement à l'égalité homme-femme, c'est l'individualisation des droits. Parce que nous vivons dans une société qui reste structurellement basée sur la puissance de l'homme, pas seulement au niveau salarial, mais au niveau social. Beaucoup de femmes dépendent du couple, dépendent de la famille. Et donc avoir des droits en tant qu'individu, quel que soit notre sexe ou notre genre, eh bien, c'est une revendication de longue date du mouvement laïque, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas partagé. On n'arrive pas à convaincre les partis démocratiques de la nécessité à la fois de l'automaticité des droits et de l'individualisation des droits. Très bien. Et Véronique de Thiers, évidemment, tout ça est un travail de fond, à court terme, à long terme, d'éducation aussi, et Sylvie le sait, avec toutes les formations EVRAS dans les écoles, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, le cours de CPC, évidemment, que le CAL soutient depuis longtemps, on le sait. Véronique de Thiers, ce travail-là, il est encore plus important et plus urgent que jamais. C'est ce qui s'est dit aussi ce matin dans ces ateliers? Oui, je pense que ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit dans les ateliers, c'est aussi ce que je me suis dit en lisant les rapports des autres thématiques. On a entendu parler de l'exercice des droits, de cohésion sociale, d'éducation à l'environnement, d'éducation au genre, de l'exercice de l'esprit critique. Moi, je pense que refaire société, ça veut aussi dire qu'il faut faire société à l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, les écoles, le système scolaire, globalement, il reproduit les inégalités sociales. Et donc, ne donne pas à tous les citoyens en devenir la possibilité de demain exercer leurs droits. Et donc, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est important de s'engager à mettre les moyens dans l'éducation, à faire en sorte qu'on puisse changer et évoluer vers le fait que ces jeunes aujourd'hui qui sortent des milieux précaires, ils sont massivement orientés vers des filières de relégation avec aucun avenir devant eux. Et je pense qu'il est essentiel, si on veut aller vers plus d'égalité dans notre système, de changer ce paradigme qui existe depuis malheureusement de nombreuses années. On a des indicateurs qui sortent chaque année et qui font les mêmes constats. La gratuité de l'accès à l'enseignement, c'est essentiel. Comment est-ce qu'un rapport à l'école peut être positif si on doit payer pour aller à l'école? Et ça existe encore, malheureusement, c'est fréquent. Donc je pense qu'il y a vraiment des leviers essentiels à faire bouger. Vous parlez justement de rapport positif à l'école, c'est très important aussi. Comme Benoît van der Merchel l'a dit tout à l'heure, cette journée aujourd'hui est placée sous le signe de la joie. On refait société, on refait débat, on doit s'amuser. La crise Covid n'a pas aidé, évidemment, et ça vous a beaucoup touché aussi, vous, Véronique. Ces jeunes qui sont en grand désespoir, qui ont perdu vraiment. Comment est-ce qu'on peut leur dire « Mais attention, demain sera encore pire, prenez à bras-le-corps cet avenir-là, et via l'école, et remettons de la joie à se connaître et à s'écouter ». Oui, effectivement, la crise Covid a marqué durement les jeunes. Je pense que les constats sont alarmants et continuent à être alarmants parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu la crise Covid, derrière il y a eu la guerre en Ukraine et maintenant on a la crise énergétique. Et que donc les conséquences de toutes ces crises se font sentir. Et donc les jeunes, de plus en plus,
sont désenchantés. Et donc, il est effectivement important de se réenchanter, de refaire société, de retourner, de débattre, de se réapproprier l'espace public. L'école, c'est un espace public. Il faut se le réapproprier, et tous ensemble. Et donc effectivement, je pense qu'il y a du travail à faire, et il y a du travail à faire pour les associations qui travaillent aussi et devraient travailler autour et avec l'école, de rentrer dans l'école. Moi, je dirais que pour réenchanter l'école, ce serait d'offrir à chacun un laquement à la récréation, Jean Leclerc. C'est la foire à Liège, je suis liégeoise, et je dis ça un petit peu en boutade parce que Jean Leclerc est aussi d'origine liégeoise. Oui. Un laquement à l'école, Jean Leclerc, ce serait une bonne proposition pour commencer, pour remettre du baume au cœur. Plus sérieusement, la place de la laïcité dans tout ça, Jean Leclerc, vous qui êtes spécialiste de la laïcité, de la séparation Église-État, est-ce que on avait les droits de l'homme qui chapeautaient, on a la base, le fondement qui pourrait être justement cette séparation. Qu'est-ce que vous pourriez vous donner comme piste aujourd'hui en ayant écouté tous vos co-experts? On avait dit qu'on parlerait wallon. Hein. Qu'on ne parlerait pas d'eux? Bon, ben en fait, non, je crois qu'il ne faut plus réfléchir, il faut prendre la mesure de ce que nous vivons. C'est-à-dire on ne doit pas tellement se projeter dans le passé, on l'a fait hier, on a regardé l'évolution de la définition de la laïcité et c'est très très bien. Il y a le futur, mais il y a la réalité de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et ça me frappe très fort parce que j'insiste toujours sur le fait que dans le mot laïcité, il y a le mot, l'étymologie laos. Et le Laos, c'est le peuple. Et ce qui me frappe très fort dans ce que nous vivons depuis hier et ce que nous vivons surtout depuis ce matin et puis maintenant, et puis la conclusion qui va arriver, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un lieu où nous faisons absolument peuple. Et donc, nous ne fonctionnons pas avec un système qui s'apparenterait à de la religiosité. Voilà. Il n'y a pas d'exclusion, il y a de l'inclusion, il y a un respect des différences, donc il y a un respect des libertés. Et puis, en définitive, chacun est le bienvenu. Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de place réservée au premier rang. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que je peux aller au premier comme je peux aller au dernier. Je peux aller dans cet atelier comme je peux aller dans l'autre atelier. Et on me demande juste d'exercer le pouvoir et les efforts de ma raison, d'avoir une raison qui est capable de dialoguer, qui ne va pas du tout commencer à polémiquer, et puis de me référer à ces grands textes qui sont les fondamentaux des droits humains, les grandes déclarations, enfin Olivia l'a dit, voilà, et puis d'avoir ce sens que nous vivons écologiquement, c'est-à-dire que nous vivons dans une maison qui est commune et que nous voulons le faire avec un principe d'égalité. Bon, ça veut donc dire que c'est vraiment bien un mouvement, parce que ça bouge. Qui aurait cru que les thèmes de la Convention de 22 seraient ceux-là? Bon, et on ne peut pas dire que c'est préparé, hein, il n'y a rien eu. Bon, il y a eu un travail de fond avec j'aime pas trop le mot, hein, mais avec le terrain, voilà, et puis ça vient. Et puis on travaille en atelier, j'ai bien vu ce matin dans le mien, mais je suppose qu'on a tous eu la même expérience, ça fuse dans tous les sens. Alors on voit qu'il y a quand même des directions. Par exemple, dans mon atelier, on voit vraiment que cette idée d'avoir une société égalitaire, avoir une société où l'éducation, c'est une émancipation et où on travaille le critère de l'égalité, mais aussi de l'égalisation et donc surtout de la correction des inégalités. Voilà, on voit ça partout. Mais c'est libre. Bon. Et justement, hier, on en parlait, puisqu'il y a quand même ce mot incroyable dans la définition que nous avons de la laïcité, le mot du libre examen. Eh bien, en fait, je trouve qu'on examine les choses. Il n'y a pas de tabou. C'est normal, on n'a pas de dogme. Hein. On n'a pas de dogme, on n'a pas de commandement, on n'a pas de catéchisme, on n'a pas de petit livre rouge, que sais-je encore, on n'a pas de Torah, etc. Bon, mais donc, on travaille avec ce que nous-mêmes nous faisons, mais je trouve dans une extrême liberté. Et je crois qu'en ce sens-là, on voit ce que c'est qu'un mouvement et on voit vraiment ce que c'est qu'un mouvement laïque. C'est-à-dire qu'il
c'est un mouvement où les notions de liberté et d'égalité, c'est vraiment le fin fond de la constitution de ce que nous sommes et de ce que nous proposons d'être aux autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est financé, et parce que tout simplement on veut, bon j'aime beaucoup moi ça, on veut être libre mais ensemble. Et je crois qu'en fait il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se vit et de la méthode que nous avons au CAL pour réfléchir et surtout agir pour voir comment nous refaisons société. Voilà. Dans un perpétuum mobile, un mouvement perpétuel, évidemment, parce que tout change tout le temps. Mais j'avais envie, pour terminer ce petit tour des experts, de demander aux autres ce que vous pensez de la laïcité. Jean vient de bien remettre un cadre en l'ouvrant, évidemment. Pour vous, c'est quoi la laïcité? Olivia, Christine, allez, en 3 mots, on dirait. Alors, c'est vrai que peut-être on devrait s'accorder sur les mots et qu'on a tous des visions différentes. Moi, j'ai envie de dire que la laïcité, c'est la capacité à transcender. Quelque part, dans nos besoins aujourd'hui, on vit une époque où clairement on voit qu'il y a un retour en force des religions, il y a un retour en force de certains replis communautaires qui est évidemment inquiétant pour nos libertés, pour nos façons de vivre ensemble, tout en disant bien entendu que la liberté de religion, comme à titre personnel, est une chose centrale pour les individus et qui doit être respectée, qui fait partie du cadre des droits humains. Et donc, pour moi, la laïcité, c'est la capacité à transcender ces différentes religions, ces différences qu'on a, et à se retrouver autour de valeurs communes. Je pense que ces valeurs communes, les droits fondamentaux en font partie, et à dépasser, vraiment à dépasser nos différences pour nous rejoindre. J'avais juste envie de profiter, puisque en plus j'ai la parole, mais ça ne va pas durer longtemps, pour rebondir sur l'une ou l'autre chose qui a été dit, parce que vraiment... C'est le moment. Et puis après, on laissera la parole à la bien salle. sûr. Mais vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette idée de réappropriation de l'espace public, de réappropriation de nos valeurs, qui, je crois, est au cœur de vos réflexions aujourd'hui. Moi, je pense que pour dépasser les populismes, pour dépasser les risques des extrémismes, on doit reprendre, il faut que les citoyens se réapproprient les institutions qui leur appartiennent. Nos institutions publiques nous appartiennent à nous, citoyens, ce sont nos institutions, vraiment. Et donc, c'est faire remonter les citoyens dans les institutions et faire redescendre les institutions, les institutions au service des citoyens. Je crois que c'est comme ça qu'on va en fait peut-être pouvoir dépasser cette crise de la démocratie et sauver et redonner du sens à notre démocratie aujourd'hui. On a vraiment besoin de ramener les citoyens dans les institutions et de remettre les institutions au service des citoyens. Voilà. Voilà, bravo, parfait. C'est presque le moment de la fin. Une réaction d'un autre expert ou on passe la parole? Oui, allez-y, Sébastien. Non, mais en tant que scientifique, en réalité, la laïcité, ce qui m'intéresse surtout, c'est le libre examen. Parce que sans libre examen, la science ne pourrait pas exister. Et donc, une des parties de la communauté, de notre société, qu'est le monde scientifique, existe par ce libre examen. Donc, c'est ça qui me tient particulièrement à cœur dans cette laïcité. Très bien. François et puis Christine. J'aurais jamais cru que j'allais faire ça, mais je vais à une convention laïque paraphraser Saladin. Saladin, quand il était aux portes de Jérusalem et qu'il a rencontré le roi de Jérusalem lui a demandé, mais enfin, pourquoi tu veux récupérer Jérusalem? Ça représente quoi pour toi, Jérusalem? Et Saladin a répondu, rien du tout. Mais en même temps, tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, et là je vais être un peu provoquant, la laïcité, c'est en tant que moi qui étudie les discours, comment je me positionne par rapport à la laïcité, c'est un mot vide, mais pas vide de sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mot que on a tous la possibilité d'injecter dedans ses valeurs, ses représentations du monde, sa compréhension du commun, sa compréhension de l'individu. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir que ce matin, aujourd'hui, à travers les ateliers, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde a mis ses valeurs dedans, tout le monde a mis ses réflexions dedans, tout le monde a écouté l'autre dans un esprit d'égalité, tout le monde a enchanté des mots, a enchanté des débats, tout le monde s'est écouté, tout le monde a appris et tout le monde a pu proposer quelque chose dans un esprit à la fois d'égalité mais aussi de liberté où personne n'était au-dessus des autres, et j'ai trouvé que vous avez très bien appliqué le mot laïcité. Le public a bien travaillé. Christine, un dernier petit mot?
Mais moi, j'aurais envie de dire que l'espace de la laïcité, dans la manière dont je me le représente, c'est comment on peut partager ses valeurs, échanger sur ses valeurs, etc., mais dans un cadre volontaire commun, de permettre à toutes les populations d'échapper à tous les dogmatismes, à toutes les manipulations, etc. Et ça ne peut pas donc être désincarné des conditions d'existence dans lesquelles sont les gens pour qu'ils soient apaisés, c'est-à-dire qu'ils aient un droit à l'aisance, j'ai envie de dire, qui se traduisent dans la matérialité du quotidien, qui fait qu'on a le droit à l'aisance pour réfléchir, pour s'investir dans la collectivité. Donc, je pense qu'il y a un défi pour la laïcité de voir comment on permet à ce que ce droit à l'aisance existe pour ceux qui aujourd'hui sont la proie facile pour tous les dogmatismes religieux et autres, mais aussi pour les dogmatismes de l'enrichissement. Parce qu'aujourd'hui, sortir des inégalités, ce n'est pas vouloir être riche et richissime comme celui qui l'a été pour devenir exploiteur. C'est se demander comment on partage le bien commun et l'espace commun vital pour pouvoir laisser de l'espace à tout le monde et se demander comment on traverse la vie jusqu'à la mort avec quelque chose qui soit juste, intéressant et plein de valeur pour soi-même, et donc juste et intéressant et plein de valeur pour la collectivité. Voilà. Laissez la place à tout le monde, comme Christine dit. Merci Christine. C'est laisser la place à vous, public aimé, avec les questions que vous avez bien voulu poser, en tout cas écrire sur vos petites fiches. Sandra va venir nous faire un petit résumé. Qu'est-ce qui se dégage, Sandra ? Dans des sens très très différents. La première est celle-ci. Est-ce que l'extrême gauche et l'extrême droite se recoupent, se ressemblent vraiment? Peut-on vraiment les mettre dans la même case? Ça, c'est une question pour François, ça. Extrême gauche, extrême droite. C'est un argument qu'on entend très souvent. L'extrême gauche, l'extrême droite, c'est la même chose. Ça se retrouve et finalement, c'est la théorie du cercle. Non, ce n'est pas le cas. L'extrême gauche et l'extrême droite, ce n'est pas la même chose. Moi, je privilégie à la théorie du cercle la théorie du fer à cheval. C'est-à-dire qu'on a des rhétoriques qui sont communes. L'extrémisme, c'est quoi? L'extrémisme, c'est d'abord être en rejet par rapport à un centre ou une position centrale que l'on va rejeter. On va la rejeter par une certaine violence, un appel à la violence, au changement radical, on renverse la table. L'extrémisme, c'est le refus du consensus, c'est le refus du débat, c'est le refus de l'altérité, c'est le refus de la différence, etc. Maintenant, cet extrémisme, il n'existe pas en tant que tel, il n'est pas seul. L'extrémisme, il se construit sur quelque chose. L'extrémisme, il peut être de droite, il peut être de gauche, il peut être religieux, il peut être politique, etc. etc. Et donc, l'extrême droite et l'extrême gauche, si on peut reconnaître des schémas narratifs ou des rhétoriques ou des structures argumentatives communes, tous pourris, allons dans la rue, brûler X ou Y, le peuple contre les élites, ou, etc., etc. Là, on a une rhétorique commune, mais derrière, l'idéologie n'est pas la même. Si vous allez dans un mouvement d'extrême gauche et un mouvement d'extrême droite, on n'aura pas les mêmes valeurs, on n'aura pas, la notion d'égalité ne sera pas partagée partout. D'un côté, on considérera qu'il y aura des inégalités structurelles au sein de l'humanité, qu'elles soient raciales, culturelles ou religieuses, qu'il y aura une hiérarchie entre ces races, ces cultures ou ces religions, et que les individus sont enfermés dans leur race, culture ou religion. Et de l'autre côté, on tendra à l'extrême la notion d'égalité, c'est-à-dire que les individus sont égaux pour tout, en tout et à tous les niveaux. Mais du coup, l'idéologie qu'il y a derrière et la société que l'on essaye de mettre en avant n'est pas du tout la même. Et donc, quand on dit que les extrêmes se rassemblent, non. Est-ce qu'ils ont une rhétorique commune? Oui, à certains égards. Ils parlent tous du peuple. Oui, mais comment est-ce qu'ils définissent le peuple? À l'extrême gauche, ce sera les descendants des Lumières, les ouvriers, les travailleurs et ça. Et à l'extrême droite, ce sera quoi? Ce sera le blanc catholique qui parle français et qui a des parents français et qui a un sang français, français, belge. Même si un sang belge, il faudrait voir ce que c'est. Je crois que ça ne parle pas beaucoup ici, un sang belge. Un sang plein de laquements. Et alors, les extrêmes ne se rassemblent pas. Donc, à la fois, les idéologies ne sont pas les mêmes et l'électorat, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas le même non plus. Il y a des questions fondamentales qui ne sont pas les mêmes à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Vous demandez à une personnalité d'extrême gauche son positionnement par rapport à l'immigration, ce sera un travailleur de tous les pays, unissez-vous si vous voulez, etc. À l'extrême droite, ce sera non, pas d'immigration. Il y a des individus qui sont assimilables, inassimilables. Les zones aussi, on se rend compte que les terreaux
de l'extrémisme change. L'extrême droite est beaucoup plus présente dans les milieux ruraux. Je commence à parler n'importe comment. Faut que je retourne à l'école pour faire société. Et l'extrême gauche est beaucoup plus présente dans les villes, par exemple, dans les milieux urbains, etc. Donc il y a des différences. Et je crois que quelqu'un qui dit les extrêmes tous les mêmes, ça en dit plus sur celui qui le dit que sur celui qui le critique. Ça, c'est une personne qui essaie d'écarter, qui vous dit en fait les extrêmes tous les mêmes, tous populistes, tous extrémistes, etc. Ça c'est quelqu'un qui n'a même pas envie d'entrer dans le débat, qui n'a pas envie de dialoguer avec vous, qui écarte d'un revers de la main vos idées, vos opinions, et qui en fait vous décrédibilise et qui évite en fait d'entrer dans le vif du sujet. Je peux meubler encore un petit peu si tu veux. Bah oui, on vient me perturber là. Écrivez-moi, Hervé Parmentier, écrivez-moi, on vous rappellera. Voilà, bon, pour conclure, en gros, il y a des extrémismes qui sont beaucoup plus dangereux et d'autres pas du tout. Hein, il y a des extrémismes, mais il n'y a pas un extrémisme, voilà. Non. Exact. Oui, Sandra, une autre question. Voilà, la deuxième intervention est plutôt une suggestion qu'une question. Ça, non, j'en veux pas, ça. Mais je pense que ça nous concerne quand même. Quelqu'un nous dit remettre le citoyen au cœur des choix opérés, tant au niveau pédagogique qu'institutionnel. Est-ce la clé de la solution à trouver ? Alors, répétez la question. remettre le citoyen au cœur des choix à opérer, tant au niveau pédagogique qu'institutionnel, c'est la clé des solutions à trouver. Toujours pas compris, moi. Vous avez compris, vous? Moi, j'ai Non. compris. Le citoyen devrait finalement, d'après ce que je comprends, être la clé des solutions. Donc ça passerait par l'engagement citoyen, par l'engagement citoyen et pas la que clé de l'engagement. Moi, je solution. le comprends dans le sens donner davantage de parole aux citoyens pour que les solutions émergent des citoyens. C'est comme ça que je le comprends. Ah, oui. Donc là, c'est un peu le G1000, quoi. Il aurait fallu inviter David Van Reybrouck. Ça va dans ce sens. Bon, Ouais. ok, Moi, je veux bien dire on un est peu tous d'accord, effectivement, pour dire que ça doit partir du citoyen et que voilà, la réflexion citoyenne. Bon, ok, suivante. Alors, quelqu'un nous dit, c'est à nouveau une... Ah, par contre, Jean voulait dire quelque chose, pardon. Oui, moi je veux bien réagir à ça parce que, de Olivia. nouveau, effectivement, je crois que c'est la clé de la solution et que concrètement, il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui en Belgique pour ramener les citoyens dans les parlements notamment. Hein. Donc vous savez qu'il y a plusieurs parlements qui organisent des commissions délibératives de citoyens avec des tirages au sort de citoyens qui viennent délibérer sur des sujets dans les parlements. Et donc, il y a quand même des mouvements qui se créent. Je trouve que c'est toujours intéressant de aussi voir, je le disais en conclusion de tout à l'heure, de aussi voir ce qui positivement se fait. Je crois que toutes les structures où on va ramener les citoyens dans les institutions et donc des essais, David Van Reybrouck aurait pu venir parler effectivement, mais ça grâce à lui aussi, aujourd'hui, ça devient une réalité dans certains de nos parlements. Alors pas encore au Parlement fédéral, d'accord, mais néanmoins, voilà, j'avais envie de saluer, de dire que ça existe déjà et je crois qu'il faut aussi être enthousiaste par rapport à ces évolutions. Voilà. Très bien. Oui. Jean. Mais c'est le mot citoyen, moi, qui m'intéresse parce que, en définitive, donc, je pense aussi qu'il faut des actions concrètes. Et donc, les maisons de la laïcité, c'est fondamental. Les maisons de la laïcité, ça doit être des maisons où il fait bon vivre, des maisons qui sont ouvertes, des maisons où on est écouté, et puis alors où on est émancipé. Hein, voilà. Alors, le mot citoyen, il est très important parce que c'est quand même un mot qui a toute une histoire, qui montre qu'on passe d'un régime de type, dans l'histoire des idées, de l'histoire des philosophies politiques, on passe d'un monde qui est quand même plutôt théocratique, où il y a quand même une imprégnation du religieux qui est partout. Il y a quand même des prescrits civils qui ne sont pas toujours supérieurs à des prescrits religieux. Et malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les différents parlements. Donc le citoyen, ça veut dire que moi, comme individu, je vais me définir comme étant celui qui va faire cité, qui va donc faire citoyenneté et qui, c'est ça aussi l'histoire de ce mot-là, pour entrer dans la société, va quand même laisser l'une ou l'autre chose de côté pour pouvoir construire la citoyenneté et donc pour devenir un homme, une femme de droit et de devoir, et donc de participer à la société démocratique. Mais la société démocratique, auquel, on ne doit pas l'oublier, on ajoute toujours la démocratie humaniste. Et ça, c'est très, très, très important.
C'était une belle réponse à la réflexion, ça. Voilà, alors je pense que vous allez pouvoir répondre à la question suivante aussi. Pour refaire société et vivre libre ensemble, ne faut-il pas dialoguer avec les différentes convictions philosophiques ? Dialoguer avec les autres convictions philosophiques. Oui, inévitablement, parce que justement dans le changement de la définition, enfin dans les statuts du CAL de 2016, on a dit au fond la laïcité c'est un principe. Alors un principe, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est supérieur à toute chose. Et donc la laïcité, ce n'est pas non plus une sorte de formule magique qui permettrait de faire de l'écuménisme. Ça, les religions, elles le font entre elles. Et après tout, elles n'ont pas besoin de nous pour le faire. La laïcité, elle présuppose qu'on va regarder l'individu dans sa citoyenneté, mais on va aussi le regarder au niveau zéro de ce qu'il est. C'est-à-dire, on ne va pas le regarder d'abord avec les lunettes de savoir s'il croit ou s'il ne croit pas. On va le regarder vraiment en dessous de ça. On va le regarder comme une femme, comme un homme, avec ses droits et ses devoirs et digne. Et donc, à partir de là, chacun va pouvoir exister tel qu'il est, et puis on va pouvoir effectivement mener un ensemble de dialogues sur les convictions. Mais donc, la laïcité, c'est vraiment un principe supérieur, mais ce n'est pas un principe qui sert à organiser les religions. Voilà. Alors, quelqu'un s'interroge, n'insiste-t-on pas trop sur les droits et pas assez sur les devoirs, et sont cités solidarité et respect? Qui veut répondre? Olivia. Comme on parle de droit, je veux bien tenter de dire quelque chose là-dessus. Alors évidemment, je pense que c'est vrai, les devoirs font partie du système des droits et des libertés fondamentales. On a bien entendu aussi des devoirs et pas seulement des droits. Mais précisément, quand je parlais de l'exercice collectif des droits tout à l'heure, ça implique des devoirs. Ça implique que ce n'est pas juste des choses, c'est pas juste mes droits et moi j'ai droit à ça et ça se limite à ce que je peux revendiquer et ce qui me revient. Quand on parle d'un exercice collectif, on doit bien sûr se tourner vers l'autre et par rapport à l'autre, on a bien entendu des devoirs à l'égard de l'autre. C'est une critique qui est souvent faite au système des droits humains de dire on parle des droits et on ne parle pas des devoirs. Moi je trouve que c'est vraiment inclus dans les devoirs. Quand on parle du droit à l'égalité, quand on parle du droit à un travail digne, quand on parle du droit au logement, ça implique tous les devoirs qu'a la société collectivement de fournir ce logement, de fournir ce travail digne. Donc, en fait, c'est intégré dans la notion même. C'est simplement que quand on est dans une posture purement d'analyse individualiste du droit, on ne voit plus les devoirs. Mais en réalité, elle ne tient pas à l'analyse purement individualiste des droits, puisque les droits doivent s'exercer collectivement. Et donc, nécessairement, le devoir qui se trouve derrière de contribuer à cet exercice effectif des droits, eh bien, il est inclus dans le droit lui-même, à mon avis. Je peux juste ajouter un petit mot par rapport à ça. Christine. Je trouve qu'il faut s'intéresser fortement aux devoirs des accapareurs de richesses et se demander quels sont leurs devoirs à eux et comment on organise ces devoirs-là et comment on les contraint à exercer leurs devoirs pour pouvoir évidemment mettre les richesses, et quand je parle des richesses, je parle des richesses financières, mais je parle des richesses du territoire, je parle de toutes les richesses du savoir, etc. Bien, comment on exige de tous ceux qui possèdent et qui accaparent les richesses d'exercer leurs devoirs au service de la collectivité. Merci Christine, évidemment, vous avez raison. Sylvie Losberg. Oui, et je vais poursuivre sur ce que dit Christine, parce qu'on est quand même dans une société qui, d'une part, responsabilise les personnes par rapport à des situations de vie, de précarité, pauvreté, etc., qui criminalise la solidarité, alors que, effectivement, le socle de la laïcité, c'est liberté, égalité, solidarité. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça quand on a parlé qu'est-ce qu'on met dans la laïcité. La laïcité, bien sûr, c'est ça, et c'est tout ce dont on parle aujourd'hui. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. Parce que si on a le droit à l'aisance, comme tu dis, Christine, on a aussi le droit au plaisir. Et dans la laïcité, la notion de plaisir, elle est fondamentale. Nous avons droit au plaisir ici et maintenant, sans transcendance. Et je voudrais dire vraiment, parce que moi je travaille au sein du CAL, donc je suis un petit peu dans une place à part ici, que
ce que nous vivons aussi aujourd'hui et qui a commencé hier, c'est ça aussi. C'est le plaisir d'être ensemble. Et ce plaisir, c'est une énergie. Cette énergie qui peut nous permettre justement de refaire société. Et je ne voulais pas que cette notion disparaisse derrière la question des droits et des devoirs. Bien sûr, le plaisir et pas la souffrance, comme dans d'autres convictions, évidemment. Sandra. Alors, la question suivante va plutôt pour la thématique environnement. Donc, quelqu'un nous dit que dans les sociétés communistes d'avant 89, il n'y avait ni marché, ni profit, ni capitalisme, mais que la pollution et la destruction de l'environnement étaient aussi, du moins pas moins, catastrophiques qu'aujourd'hui. C'est ce que nous dit cette personne. Et ne pensez-vous pas que les problèmes sont les technologies plutôt que le capitalisme ? Les questions de la fin, c'est... Que le problème viendrait plutôt des technologies plutôt que du capitalisme. Ah, les technologies. Sébastien. Je pense plutôt que le problème, c'est peut-être la consommation et la surconsommation, en l'occurrence, de toute une série de choses dont on n'a pas forcément besoin aussi. Et je suis désolé, mais je suis climatologue, je ne suis pas historien, oui. Mais des vieux restes de mes cours d'histoire, j'ai appris aussi que le monde communiste produisait pour produire, parce qu'il devait produire toute une série de choses, alors que ce n'était peut-être pas forcément une production qu'il fallait. Il n'y avait pas forcément de demande derrière. Donc je pense plutôt que c'est la consommation et la production qui créent cette abondance d'énergie, enfin d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une surconsommation que tout le monde voudrait atteindre, y compris les plus pauvres, hein, Christine. On ne va pas empêcher certains de vouloir consommer, c'est là que toute la question est compliquée. Sandra ? Alors, quelqu'un s'interroge sur la définition à nouveau des extrémismes et des populismes, tout en citant Anne Morelli, qui se définirait comme extrémiste, c'est-à-dire extrêmement antiraciste, féministe et égalitaire. François se sent d'attaque. Non. On peut passer la main. Je vais pas on a cité féminisme, donc on peut passer la main, Sylvie. Je vais quand même essayer sur la difficulté des mots et de comprendre extrémisme et populisme. Ce sont des mots effectivement compliqués qui peuvent renvoyer à des réalités multiples qui changent. Comme je vous l'ai dit, hein, l'extrémisme, ça peut être un comportement violent, ça peut être une posture de rejet par rapport à un centre ou par rapport à une norme, et alors ça se cristallise sur bien sûr des idéologies qui peuvent être la droite, la gauche, l'écologie, la religion aussi, etc. Ça c'est plutôt par rapport à l'extrémisme. Il faut quand même faire une distinction entre d'un côté l'extrémisme et de l'autre le populisme. Le populisme, ça se greffe aussi sur des idéologies. Vous pouvez avoir un populisme de droite, un populisme de gauche, un populisme d'extrême droite et un populisme d'extrême gauche. Vous pouvez même avoir un populisme du centre, ça pose pas de problème. Mais le populisme, c'est quoi? Comme ça, je mets un petit cadre dessus. Le populisme, c'est une rhétorique, c'est une façon de s'exprimer. C'est pas une façon d'agir, c'est une façon de s'exprimer. Le populisme, c'est construire une rhétorique entre d'un côté le peuple, ou les travailleurs si vous êtes de gauche, ou les gens de souche, ou si vous êtes d'extrême droite ou autre, et vous allez diviser ce peuple et vous allez l'opposer en face des élites. Et les élites vont être le miroir du peuple. Le peuple, il est bon, il est honnête, il est travailleur, il est majoritaire, et les élites, elles sont minoritaires, corrompues, paresseuses, etc. Et en fait, un discours populiste, c'est construire systématiquement toute votre rhétorique sur cette opposition entre d'un côté le peuple et l'élite. Si vous êtes de gauche, vous direz... Eh bien, le peuple, c'est les travailleurs, les 99%, contre l'élite internationale, Bill Gates, contre les lobbies, contre les multinationales, etc. Alors, vous pouvez le dire, hein, je ne dirais pas forcément que vous êtes populiste, mais si tout votre discours politique est structuré sur cette opposition, je vous dirais que vous êtes populiste. Et peut-être que vous serez un peu vexé, vous me direz, je ne suis pas populiste, je suis populaire, ça n'a rien à voir. Bon, c'est encore une autre question. Et si vous êtes un populiste de droite, vous direz, ben, en fait, le peuple, c'est monsieur et madame tout le monde, ceux qui sont dans la rue et qui se font piquer leur travail par les immigrés, par les étrangers, par les artistes subsidiés, etc. C'est cette Union européenne qui permet l'immigration, etc. Et donc, en fait, c'est la même chose. Peuple, élite, opposition, nous, le bien, le majoritaire, contre le minoritaire et l'opposé. Alors, encore une fois,
on peut rentrer dans les débats, j'ai pas envie d'embêter tout le monde avec un cours, mais vous pouvez avoir d'autres auteurs, comme par exemple Chantal Mouffe, qu'on connaît plutôt bien en Belgique, puisque c'est une autrice qui a théorisé le populisme de gauche et qui vient de Charleroi. Elle considère que le populisme a une fonction salvatrice au sens où le populisme crée du commun, crée un groupe, et il faut créer du débat. Elle dit que la démocratie, elle est malade. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. Tout le monde est au centre et on parle juste pour ou contre l'austérité ou pour ou contre une nouvelle aide sociale ou un nouveau revenu, etc. Elle dit qu'il faut créer du débat, créer de la discussion et en fait revenir sur des vrais enjeux de société, quitte à un moment taper sur quelqu'un parce qu'il faut identifier un responsable. Donc on peut être extrémiste, on peut être populiste, mais il faut quand même toujours faire attention aux mots qu'on mobilise. Autant j'avais déjà entendu quelqu'un être fier d'être populiste, autant c'est la première fois que j'entends quelqu'un fier d'être extrémiste. Oui. Très bien, encore une question. Oui, la question suivante est très spécifique, mais je pense qu'elle peut vraiment balayer la thématique de l'égalité au niveau de l'enseignement. Donc, quelqu'un nous dit que les filières techniques sont dévalorisées. Ne faudrait-il pas commencer par les revaloriser? Et quelles sont les pistes, les filières techniques? Et quelles sont les pistes pour les revaloriser? Ceci dit, je pense qu'on touche à l'égalité. Voilà. Véronique. Oui, revaloriser des filières, évidemment, mais enfin, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se réduire à dire il faut revaloriser les filières qualifiantes. C'est tout un parcours qu'il faut penser. C'est penser au choix aussi du jeune, à son parcours de vie, à ce qu'il a envie de faire. Revaloriser, ça veut aussi dire que quand un jeune fait un parcours dans l'enseignement, eh bien, sa vie ne s'arrête pas à 18 ans et il ne doit pas, à la suite, obligatoirement faire le métier pour lequel il a été formé. Non, l'enseignement doit le former aussi à apprendre tout au long de sa vie, à s'émanciper, à pouvoir changer de filière. Donc c'est un long travail et je pense qu'on ne va pas résoudre ça aujourd'hui, mais se mobiliser pour qu'il y ait du changement dans l'enseignement et qu'on ne reproduise pas les inégalités sociales qui orientent massivement les publics les plus précarisés vers ces filières. Je pense que c'est important, c'est une mission de l'école et donc, mais on ne va pas résoudre ça aujourd'hui. Très bien. Encore une petite question, parce qu'il est déjà, encore 3-4 minutes et puis on a tous droit à la petite pause. Alors, non, la dernière question est à nouveau très, très spécifique. C'est la question de la relocalisation, finalement, de notre agriculture et de l'accès à une nourriture à bon marché, enfin, en tout cas, accessible à tous. Bon, alimentation. Voilà. Droit à l'alimentation, agriculture. Sébastien, je vois qu'il a une petite envie. On peut même peut-être lier cette question-ci à juste la précédente, parce que finalement, la transition écologique va devoir justement relocaliser une série d'emplois, mais pour avoir ces emplois, il faudra de toute façon des filières techniques pour avoir les emplois, quoi. Et donc, forcément, il va falloir reformer peut-être des agriculteurs, il va falloir reformer des menuisiers peut-être aussi pour créer toute une série de choses. Enfin, il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça, mais effectivement, il faut relocaliser de l'emploi vers nos régions pour pouvoir participer à cette transition et être un peu moins dépendant du reste du monde, d'être un peu moins dépendant des énergies fossiles ou par exemple pour avoir un meuble Ikea, on vient couper des arbres en Wallonie, on les envoie en avion en Chine et ils reviennent tout faits en kit. Là, il faudra peut-être repenser justement nos menuisiers pour qu'ils retravaillent le bois de nos régions. Alors peut-être pas juste la Wallonie, mais peut-être si on pense au bassin, à l'Europe en général, par exemple. Et donc, on peut relier à la fois ces deux thématiques-là en s'occupant du climat, par exemple. Très bien, merci. Et alors, juste pour terminer, il y a quelqu'un qui nous écrit un grand « pourquoi ?» qui me demande vraiment de lire. Ça s'adresse à tout le monde, qui me dit qu'il est gentil et laïque. Voilà. Il est gentil et laïque. Gentil et laïque. Oh, génial. Gentil et laïque.